Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne. Donc comme tous les soirs, 21h minuit sur metatv.org. Ce soir, dans quelques instants, on sera avec Vincent Renoir. Donc pour des raisons personnelles, il n'a pas pu venir en physique ici même dans les studios. Mais il est avec nous sur Skype, donc dans quelques instants. J'en profite justement en parlant de Vincent Renoir, hein, on va en parler justement, lui aussi il a eu beaucoup de problèmes. Et en ce moment, il semble qu'il y ait évidemment une vague de répression, on va dire, qui s'est abattue sur certaines personnes. Alors, voilà. Est-ce qu'on m'entend parfaitement? C'est bon? Ouais. Voilà, donc il y a une vague apparemment quand même d'opposition, enfin de répression, qui s'est abattue sur certaines personnes bien visées. Donc comme d'habitude, toujours les mêmes, sur Wanted Pédo, j'en avais déjà parlé, ça continue, ils sont à nouveau encore convoqués, j'ai appris, etc. Hein, il y a eu la Pierre Panet, évidemment, dans l'affaire Rosenweg, c'est-à-dire que le juge Jean-Pierre Rosenweg qui a été interpellé à la sortie du tribunal porte plainte pour violence, etc., alors qu'il ne s'est strictement rien passé, hein, voilà, enfin rien passé, il y a eu des échanges de mots, mais rien de répréhensible, en tout cas pas de violence. Et puis maintenant, c'est à mon tour aussi d'être convoqué à la police pour répondre d'une vidéo justement du professeur Forisson, qui est la fameuse vidéo du Métatour, hein, qui a été visionnée des dizaines et des dizaines de milliers de fois, qui récemment, comme certains s'en sont aperçus, a été retirée, hein, sans qu'on nous demandât quoi que ce soit, hein, par YouTube, évidemment. En fait, elle a été mise à disposition, semble-t-il, dans d'autres pays, mais on ne peut pas la visionner quand on est sur YouTube de France. Et donc, voilà, je devrais aller répondre de cette plainte de la LICRA, évidemment, pour avoir relayé cette vidéo d'horribles négationnistes, conspirationnistes, que vous êtes tous, qu'on vous insulte toute la journée, vous le savez très bien de quoi je parle. Voilà, donc bonjour à tous, voilà, je sais qu'il y a Tatansei, il y a Jemlen Chapeta, il y a le buraliste Sam Wang, Franck Sibilion, Eza, Wissam, Eleftheros, bien sûr, Secret Connexion, Taratata, etc. Manitai, vous êtes tous connectés, bonsoir à vous tous, c'est la Libre Antenne saison 2, et là, on va accueillir dans quelques instants Vincent Renoir avec nous. Vincent Renoir, bonsoir, monsieur Renoir, vous entendez? Oui, oui, je vous entends bien. Oui, oui, je vous entends bien. Merci beaucoup. Bonsoir à vous et bonsoir à tous. Hein. Eh bien, bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne. Alors, j'ai presque envie de dire, on vous présente plus, monsieur Renoir. Ça fait plusieurs années maintenant que vous êtes un résistant, on va dire. En tout cas, vous vous battez pour des idées depuis très longtemps même, apparemment, depuis votre jeunesse. Oh oui, oui, oui. Oh, oui, oui, oui. Bon, c'est seulement depuis ma sortie de prison en 2010 qu'on peut dire que j'ai acquis une certaine notoriété. Très longtemps, je suis resté très anonyme. J'ai publié énormément sans être connu du tout. Sans être connu du tout. Je n'avais qu'un cercle de lecteurs très restreint. Et ce n'est qu'avec la vidéo, je dirais, sur Internet, qu'on a commencé à davantage me connaître. J'avais eu un éclair, je dirais, de renommée. Je vous demande en une seconde parce que 97, j'entends plus le son en... Est-ce de ma faute peut-être? Voilà, c'est parfait. Voilà, super. Ah, bon. Voilà, merci beaucoup. Non, c'est pas de chez vous, hein, ça vient d'ici. Hein. Très bien. Je donne des consignes en même temps. Bah écoutez, bienvenue. Alors, voilà, comme vous nous expliquez, c'est vrai que vous, ça fait longtemps, vous avez acquis une notoriété avec votre sortie de prison. On peut rappeler pourquoi vous étiez allé en prison? Oh bah oui, j'y étais allé pour une affaire de diffusion d'une petite brochure révisionniste de 16 pages, pardon, que j'avais rédigée avec énormément de photos et très peu de texte. Ça s'appelait Holocauste, ce que l'on vous cache. Elle a été diffusée par un de mes amis belges. Et en France, il y a eu des plaintes. J'ai donc été poursuivi, condamné en première instance au maximum en prison, c'est-à-dire à 1 an de prison ferme. Ouais. J'ai fait appel, mais comme entre-temps, la Belgique, où j'habitais à l'époque, avait lancé un mandat d'arrêt contre moi, je vivais caché en quelque sorte chez moi, mais enfin caché dans ma cave, et je n'ai pas reçu ma convocation pour l'appel. J'ai été condamné en appel, donc sans le savoir. J'ai appris ça par la radio d'ailleurs.
Et donc j'ai été condamné à 1 an de prison ferme en appel, c'était en juin 2008 je crois, et la France a lancé un mandat d'arrêt, comme à l'époque j'habitais en Belgique, pour me faire extrader, voilà. Et donc j'ai été finalement appréhendé chez moi le 9 juillet 2010, j'ai été extradé, enfin je suis resté en prison quelques semaines en Belgique, puis de là j'ai été extradé vers la France, et j'ai purgé ma peine, c'est-à-dire 9 mois, puisque j'ai eu 3 mois de remise de peine automatique, j'ai purgé ma peine à la prison de Valenciennes. Enfin, la maison d'arrêt de Valenciennes. Donc c'était pour une brochure révisionniste, une simple brochure de 16 pages, qui depuis circule sur le net. Voilà. Voilà, oui, voilà. Vous étiez professeur de l'éducation nationale, c'est ça aussi? Alors, j'ai été professeur de 1995 à 1997. Ouais. Et en fait, fin 96, j'ai été suspendu de mon poste quand on a découvert que j'avais utilisé l'ordinateur du lycée où je travaillais pour faire des travaux révisionnistes. Et notamment à l'époque, moi je n'avais pas d'ordinateur, ou j'avais un ordinateur absolument pas puissant, et je me servais de l'ordinateur de l'école, mais d'un ordinateur assez lointain, dans une salle assez lointaine, pour mettre en page, enfin pour rédiger mon livre sur Oradour. Oui. Bon, il y a eu d'autres choses qui sont intervenues dans l'affaire, hein. Donc je suis passé en commission de discipline et j'ai été révoqué donc de mon poste d'éducation nationale. C'était en avril 1997. Voilà, donc je suis pas resté prof très très longtemps. D'accord. Alors justement pour en finir avec les affaires, parce que avant que je sais qu'il y a de nombreuses questions qui vont être posées ce soir, il y a une affaire aussi quand même assez récente sur laquelle on vous a vu s'exprimer, c'est celle avec Charlie Hebdo. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? Alors ce qui s'est passé, c'est quelque chose de tout bête, c'est que j'ai rédigé une bande dessinée révisionniste. Enfin, attention, c'est pas moi qui ai fait les dessins, je suis pas bon en dessin. J'ai pris des dessins, des documents et surtout historiques, des photos, et j'en ai fait une histoire en fait. Ce serait comme un peu un procès d'un révisionniste, mais où les anciens nationaux-socialistes reviennent comme des fantômes pour témoigner. Donc c'est une histoire comme ça. On voit Himmler qui revient témoigner, on voit Rudolf Höss, l'ancien commandant d'Auschwitz, qui revient témoigner et qui défendent leur cause. Alors pour faire cette bande dessinée, donc je me suis beaucoup aidé donc, de documents historiques et de photos historiques, mais pour faire les liens entre quand un avocat parlait, pour voir la salle du tribunal, tout ça, eh bien j'ai scanné des dessins que Charlie Hebdo avait publiés au moment du procès Papon. Ils avaient publié une brochure qui s'appelait, pratiquement un livre, hein, qui s'appelait Le procès Papon, croquis d'audience de Ries. Et donc j'avais scanné quelques dessins de Ries qui étaient bien réussis. Moi, je trouve que c'est un bon dessinateur. Oui. Et je les avais scannés, et donc je les ai utilisés en les mettant de ci, de là dans la bande dessinée. Et d'ailleurs, je pensais que c'était autorisé. Je ne savais pas que je violais la loi, puisque même en première page, j'avais annoncé que certains dessins étaient repris donc, du livre de Ries. Alors ça, c'était en 2006, et il s'est trouvé qu'en 2008, eh bien, l'équipe de Charlie Hebdo a été avertie de l'existence de ma brochure, et c'est là qu'ils ont porté plainte. Alors, l'affaire a duré, c'est-à-dire que ils ont porté plainte à une époque donc, où j'étais en Belgique, mais entre-temps, je suis allé en prison. Je suis sorti de prison, mais comme quoi la justice n'est pas toujours bien organisée, c'est que alors que j'étais obligé de rester en France, je vivais chez ma mère parce que j'étais sous contrôle judiciaire, la justice ne m'a même pas retrouvé dans cette affaire. Elle pensait que j'étais en fuite, sans domicile connu, alors que j'étais chez ma mère et que je pointais toutes les semaines au commissariat dans le cadre d'une autre affaire pour laquelle j'étais donc sous contrôle judiciaire. Mmh. Finalement, un jour que je suis allé pointer, les flics m'ont appréhendé, ils m'ont dit vous sortez pas, il y a un mandat d'arrêt contre vous. Je suis resté 2 ou 3 jours en prison à Caen, de là j'ai été transféré à Paris, j'en suis sorti le soir même, et puis on m'a annoncé que j'aurais un procès. Voilà, alors il y a eu un premier procès en appel, où j'ai été condamné à environ donc 20 000 € de dommages et intérêts, amende, plus 6 mois de prison ferme. C'était un procès en première instance, ça. Ensuite, j'ai fait appel. Et en appel, eh bien, la prison, c'est resté pareil. J'ai 6 mois de prison avec sursis. Et pour les amendes et les dommages et intérêts, ça a augmenté de 1 500 €. Quoi. Voilà. Donc, je dois payer à environ 20 000 €.
Voilà, tout ça pour une dizaine de dessins que j'avais saupoudrés dans ma bande dessinée. Et comme m'avait dit un avocat juif d'ailleurs qui m'avait sorti de prison quand j'avais été mis en prison, là c'est 3-4 jours, et il m'avait dit, pour une affaire comme ça, c'est 1 euro de dommages et intérêts à Charlie Hebdo et Harris, hein, pas plus. Hein. Mais derrière, naturellement, on a voulu punir l'infâme révisionniste. Voilà pourquoi je suis à l'heure actuelle condamné donc à 6 mois de prison avec sursis et surtout 20 000 euros à payer. Naturellement, pour moi, c'est 20 000 euros, c'est impayable. Je ne peux pas les payer. Donc voilà, en gros, pour faire court, le résumé de cette affaire. D'accord. Alors justement, on parle de révisionnisme, on va rentrer, on va dire, dans le vif du sujet. On sait, comme j'ai annoncé souvent dans ce genre d'émission, on marche un peu sur des pentes glissantes, on va dire, hein, puisque, comme j'avais indiqué donc en début d'émission, peut-être vous ne le saviez pas, mais vous savez, nous avons fait une interview de Robert Forisson cet été, et depuis, évidemment, il y a tout un certain nombre de problèmes avec certains organismes comme la LICRA, etc. Et il est à parier que peut-être cette vidéo même sera elle aussi l'objet d'une réclamation de la part de cette même police de la pensée. Et je pense, oui. Oui, certainement. Ouais. On nous en veut déjà beaucoup d'avoir invité Robert Forisson. J'imagine qu'on vous met dans le même panier. Et donc, c'est ce fameux panier des révisionnistes. Mais quelle définition vous donnez justement au révisionnisme? Qu'est-ce que c'est que les révisionnistes? S'il fallait donner une définition, je dirais purement universitaire, je dirais que le révisionnisme, c'est le travail tout à fait normal en histoire. C'est-à-dire que, on fait des recherches et on essaie de réviser, de voir si ce que l'on croyait acquis est juste ou pas. C'est-à-dire que le révisionnisme en lui-même n'appartient à personne. Et je dirais que c'est l'application au domaine historique, et notamment à la Seconde Guerre mondiale, des méthodes traditionnelles d'enquête policière, méthodes qui sont utilisées tous les jours dans le monde entier lorsqu'il s'agit de résoudre des affaires de crimes, d'homicides ou des affaires moins graves. Le révisionniste, je dirais en premier lieu, cherche à établir la matérialité des faits. Voilà, c'est-à-dire qu'il se moque de tout ce qu'on a pu dire depuis 70 ans, il revient et il dit voilà, sur tel et tel sujet, je vais essayer de voir si ce qu'on a dit était juste ou si c'était faux, dans quelle mesure c'était juste et dans quelle mesure c'était faux. Voilà, je dirais donc, le révisionnisme en lui-même n'a absolument rien d'extraordinaire. Tout le monde peut être révisionniste, il suffit donc de prendre un problème et de commencer à s'interroger et se dire, mais voilà, qu'est-ce qui s'est vraiment passé et qu'est-ce que je peux établir matériellement et objectivement. Telle serait ma définition du révisionnisme, sachant qu'après, tout dépend le sujet que l'on prend, et tout dépend après les implications qu'ont ces sujets. Il est évident que si je fais du révisionnisme pour savoir qui a apporté des oies dans telle île anglo-normande en premier, peu importe, le révisionnisme n'intéressera pas grand monde, et quelles que soient mes conclusions, ça n'intéressera pas grand monde. En revanche, si on commence à s'interroger et à s'intéresser à des sujets, je dirais, qui ont des prolongements sociopolitiques et géopolitiques, alors là, ça devient beaucoup plus grave. Et je dirais, c'est le sujet de notre révisionnisme à nous. Voilà, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui dérangent fortement. Alors, vous aussi, il y a une grande partie de votre travail qui n'est pas axé que sur, on va dire, alors, puisqu'on marche sur des œufs, qui n'est pas axé que sur un seul des aspects qui est mis en cause souvent dans le révisionnisme, mais vous faites une espèce de remise en cause totale de ce qu'a été le Troisième Reich et le régime nazi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il est évident que dans cette affaire du régime national-socialiste, les passions aujourd'hui, mais comme hier, et encore plus qu'hier, je dirais, sont tellement exacerbées que dès qu'on en parle, tout de suite, il y a, je dirais, les gens cessent de raisonner et c'est le sentiment qui prend le dessus. Moi, il est évident, et je le dis tout à fait honnêtement et franchement, sans me cacher, parce que je n'en ai pas honte, ce que je cherche, c'est à
réhabiliter le national-socialisme. Alors attention, quand on dit réhabiliter, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Souvent, on nous dit « Ah, vous voulez réhabiliter le national-socialisme, donc vous êtes un assassin potentiel, parce que le national-socialisme est intrinsèquement criminel. Donc si vous voulez réhabiliter, c'est que vous voulez vous-même commettre des crimes, puisque vous adhérez à une idéologie qui est intrinsèquement criminelle. » Or, ce n'est pas ça, justement. Le problème, c'est que, d'abord, quand on réhabilite quelqu'un qui a été accusé d'un crime, qui a même été condamné pour crime, quand on le réhabilite, ça veut dire, écoutez, cet homme, sa condamnation n'était pas justifiée. Mais ça ne veut pas dire qu'après, on va réhabiliter tous les aspects de cet homme. Peut-être qu'on n'a pas réhabilité certaines façons de vivre qu'il avait, etc. Peut-être que c'était en même temps un voleur, peut-être que, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, mais d'abord sur le crime dont on l'a accusé et sur le crime dont on l'a reconnu coupable, eh bien, nous disons non, cet homme n'a pas fait ce crime, ou ça ne s'est pas passé dans les circonstances qu'on a dit, donc on va le réhabiliter sur cette question. Après, il y a plein d'autres questions connexes qui vont arriver, et qui n'ont pas forcément vocation à faire œuvre de réhabilitation ou pas. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, encore une fois, il y a tellement une charge émotionnelle autour du national-socialisme que les gens ne comprennent pas que réhabiliter, quand je dis je cherche à réhabiliter le national-socialisme, ça ne veut pas dire, mais je cherche à masquer des crimes pour en faire à nouveau. Ce n'est pas ça du tout. Pour l'instant, il faut savoir serrer les problèmes, les prendre un par un. Voilà, notamment, on a dit, le national-socialisme, c'est une idéologie intrinsèquement criminelle, et la meilleure preuve, c'est qu'elle a froidement commis un génocide. C'est-à-dire qu'elle a assassiné entre 5 et 6 millions de personnes pour le seul motif que ces personnes appartenaient à une ethnie, un peuple, une race, comme vous voulez. Voilà. Bon, et nous arrivons, et moi déjà j'arrive en disant, attendez, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça s'est passé comme on l'a dit? Voilà. Alors après, naturellement, personnellement, moi je suis national-socialiste, mais je suis pour un national-socialisme, je veux dire, qui n'est pas l'hitlérisme en lui-même. Aujourd'hui, le monde n'est plus le même, et il faut toujours faire une différence entre les circonstances qui ont accompagné l'apparition d'une idéologie, et qui fait que cette idéologie a certains aspects, je dirais, accidentels, et ce qui fait l'essence de l'idéologie. Le national-socialisme, c'est une idéologie qui a une certaine essence, et il y a eu des accidents dus au fait qu'elle a fait une irruption dans notre monde en 1930, en Allemagne, dans une Allemagne qui vivait une crise, etc. etc. Et moi, mon travail, en effet, c'est de débrouiller tout cela, désembrouiller toute cette question, de dire, voilà, qu'est-ce que le national-socialisme, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont en lui les aspects essentiels, quels sont en lui les aspects accidentels, et surtout, quelles sont les accusations que l'on porte contre lui qui sont erronées. Voilà, je dirais mon travail. Alors c'est vrai que ça dépasse largement la question du simple univers concentrationnaire entre 1941 et 1945. Oui, parce que vous, en plus, vous défendez, on va dire, l'idée qu'Hitler n'est pas vraiment responsable de la guerre. Alors, on sait bien que, voilà, on me le dit sur le chat, oui, la guerre a été... on dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et donc forcément, on va dire que certains ont endossé un peu le bon rôle, alors que vous expliquez ce qui est à l'inverse de toute la doxa, que précisément la guerre n'a pas été évitée, mais que Hitler, lui, voulait la paix, qu'il a été presque forcé de la faire. C'est un peu ça, si j'ai bien compris? Eh bien, c'est-à-dire que, oui, je dirais que après, au moment du traité de Versailles, du traité de Saint-Germain en 1918, 1919, 1920, l'Allemagne s'est retrouvée dans une certaine situation. On avait spolié des territoires pour les donner à la Pologne. On avait démembré l'Autriche-Hongrie, laissant l'Autriche dans un état lamentable, une espèce de petit état croupion invivable. Et il y avait, postérieurement à la guerre, il y avait des révisions à faire, des révisions territoriales et aussi des révisions, je dirais, en ce qui concernait les dommages de guerre, qui étaient nécessaires et qui étaient inévitables. Et je dis que Hitler est arrivé et c'est lui qui a été chargé
qui s'est chargé d'opérer ces révisions qui étaient nécessaires, que ce soit au niveau de l'Autriche-Hongrie, que ce soit au niveau d'autres territoires comme les territoires de Memel, comme certains territoires en Bohême-Moravie, etc. Et puis il y avait aussi le problème le plus grand, le plus énorme, le plus injuste, qui était le problème de cette fameuse Allemagne qui était coupée en deux depuis 1918, avec la Prusse orientale qui était détachée d'Allemagne par un territoire, par un corridor qu'on avait donné à la Pologne et qui débouchait sur Danzig pour que la Pologne ait un accès à la mer. Hein, la Pologne qui avait été reconstituée en 1919, puisque je vous rappelle qu'elle avait été démembrée, elle avait disparu depuis 1815. Donc, pour refaire cet État polonais, on a pris des terres qui étaient ethniquement allemandes et authentiquement allemandes, et puis surtout, on a coupé l'Allemagne en deux pour donner donc un accès à la mer à la Pologne. Et Hitler voulait absolument réviser cela. Il voulait dire que ce n'était pas possible. Et en août 1939, après qu'il eut pu réviser tous les problèmes qu'il y avait en Autriche, tous les problèmes qu'il y avait par rapport à certains territoires, en Pologne, tout ça, enfin en Pologne, qui était appelé Tchécoslovaquie, etc. Ouais. Le dernier problème territorial qu'il avait à résoudre, c'était le problème de Danzig et du corridor. Et c'est là que l'Angleterre a manœuvré et a réussi à ce qu'on aurait pu résoudre tout à fait pacifiquement, eh bien, ce problème a dégénéré et a provoqué la Seconde Guerre mondiale. Alors, je ne fais pas que l'expliquer, je le démontre document à l'appui, des documents, je crois, qui sont irréfutables. Je n'ai jamais d'ailleurs vu une réelle démonstration, une réelle réfutation, veuillez m'excuser, de ma démonstration. Je veux dire, en août, je dirais de mars à août 39, le problème du corridor de Danzig aurait pu être résolu parfaitement, sans guerre, pacifiquement. Hitler voulait cette résolution pacifique, seulement il ne voulait pas reculer. Il disait, il n'y a que moi qui pourrais résoudre cela. Je dois le faire de mon vivant et je le ferai maintenant, parce que de toute façon, on ne va pas continuer, ça fait 20 ans que ça dure, on ne va pas continuer à parlementer sur ce problème qui doit être résolu. Hitler, donc, était prêt à le résoudre d'une façon ou d'une autre, mais il voulait tout d'abord le résoudre pacifiquement. Et jusqu'au bout, il a tenté de le résoudre pacifiquement. Et c'est l'Angleterre, et je l'ai expliqué dans une vidéo qui dure plus d'1 heure, qui a manœuvré en sous-main pour que il n'y ait pas, je dirais, une nouvelle conciliation mondiale pour résoudre ce problème de Danzig. Alors, il est vrai, donc je le dis aujourd'hui, oui, Hitler en 1939 ne voulait pas la guerre, l'Allemagne d'ailleurs n'était pas prête à la guerre, si la France avait été davantage prête, l'Allemagne n'aurait pas pu tenir, si l'Angleterre et la France avaient attaqué lorsque l'Allemagne se battait avec la Pologne, l'Allemagne se serait effondrée, il n'avait pas assez de réserves, il n'avait pas encore de bombes, les bombes qu'il fallait pour leurs bombardiers. À partir de 1939, si vous voulez, en Allemagne, il y a eu une activité fébrile pour rattraper un retard, contrairement à ce que l'on peut croire. L'Allemagne savait qu'elle n'était pas entièrement prête. Alors, en France, c'était tellement la gabegie que la France n'était absolument pas prête. Mais si la France avait été un petit peu plus prête, je le répète, ça aurait pu très mal se terminer pour l'Allemagne. Donc non, Adolf Hitler ne voulait pas la guerre. Il voulait résoudre ce problème pacifiquement. Et notamment, le 29 août 1939, il a émis 16 propositions pour la résolution du corridor, donc du problème du corridor de Danzig et de la ville de Danzig. Ces 16 propositions, on ne les lit jamais aujourd'hui. Elles sont complètement occultées. Pour les retrouver, il faut aller dans des documents d'époque. Moi, j'ai dû aller dans des documents d'époque pour retrouver le test exact de ces 16 propositions, parce que justement, aujourd'hui, on les cache, parce que c'était la preuve, mais la preuve par 9, que Hitler ne voulait pas la guerre et n'estimait pas que la guerre était nécessaire pour résoudre le problème germano-polonais. Alors, il y a une question immédiatement qu'on me demande. On me dit, que pense M. Renoir de la secte de Thulé, dont officiellement Himmler était le dirigeant sous le Troisième Reich, et dont Hitler aussi, semble-t-il, faisait partie Oui. Alors, je vais vous dire, je n'en pense rien, parce que je ne suis pas capable d'en penser quelque chose, pour la bonne et simple raison que c'est un sujet que je n'ai fait que survoler. Je connais certaines choses, hein, mais
L'histoire m'a appris que tant qu'on n'a pas étudié un sujet à fond, et qu'on n'a pas été voir tous les tenants et les aboutissants, on ne peut pas se prononcer. Et moi aujourd'hui, eh bien, je suis désolé pour le ou les spectateurs qui ont posé cette question, vous n'aurez pas de réponse de ma part. Je pense en tous les cas, que il faut savoir que le national-socialisme n'a jamais été un bloc. Le national-socialisme, c'est un parti qui s'est formé dans l'urgence, au sein d'un pays qui se mourait d'asphyxie. Hitler a regroupé autour de lui tous les hommes de bonne volonté. Il y avait des différences, mais colossales, entre un bon bourgeois à la Göring, un homme comme Himmler, un homme comme Rudolf Hess, un homme comme von Papen, au moins au départ, parce qu'après, bon, je veux dire, il n'était pas au parti, mais je veux dire, il a collaboré avec ces gens-là. C'était un rassemblement d'hommes très différents, très très différents. Alors, dans ces hommes, il y avait des gens qui étaient tournés vers l'occultisme, vers l'ésotérisme, mais il y avait des gens qui n'y croyaient pas du tout. Je veux dire, par exemple, un Göring ne croyait pas du tout en toutes ces choses-là. Et ce que l'on fait aujourd'hui, et ce qui m'amuse, enfin ce qui me chagrine des fois, c'est que l'on prend certains côtés du Parti national-socialiste et on les monte en épingle. Et dans tous les documents que j'ai retournés, pour analyser les causes de la guerre, pour analyser la réussite économique ou certains échecs du national-socialisme, mais tout ce qui est société secrète tient très très peu de place. Les nationaux-socialistes sont arrivés en 1933 au pouvoir, il fallait redresser un pays, donner du travail, donner du pain, mais on ne donne pas du travail et du pain aux gens en faisant des plans sur la comète dans des sociétés secrètes qui nous parlent, je sais pas, de l'ascendance aryenne, je sais pas trop. Mais c'était pas du tout ça. Au départ, on est face à des gens qui retroussent leurs manches, qui disent, bon, comment va-t-on redonner du travail aux gens? Comment va-t-on faire pour que l'économie reparte? Comment va-t-on faire pour qu'il n'y ait pas d'inflation? C'était des questions purement matérielles. Et dans toutes ces questions matérielles, tout ce qui était société tuilée, tout ça, c'était très lointain, très très lointain. Et encore une fois, il y a une erreur qui consiste à ce que j'appelle l'effet de loupe. On grossit certaines choses, on dit voilà, oui, le Troisième Reich, c'était plein de gens qui étaient dans des sociétés secrètes, etc. Pouf, 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 pouf. Quand on pénètre bien à l'intérieur, que l'on lit après leur déposition au cours de l'instruction à Nuremberg, mais même qu'on lit leur discours à l'époque, mais tout ça, c'était hyper marginal. Tout ce qui était tuilé, tous ces machins, c'était hyper marginal. Il ne faut pas, c'est l'une des leçons que j'ai tirées de toutes mes recherches, il ne faut pas justement faire des effets de loupe. Non, 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 non. Le national-socialisme, c'était pas du tout un bloc, c'était des gens très très différents les uns des autres, et qui se sont serrés les coudes pour sauver un pays de l'asphyxie. N'allez pas après calquer des histoires étranges sur tout ce truc-là, il fallait faire vivre un pays, et c'était déjà énorme. Voilà donc ce que je dirais. Encore une fois, je ne me prononcerai pas sur la société tuilée, mais ce que j'en ai vu dans mes heures et mes heures d'études, mais c'était hyper marginal. Voilà. Voilà. On me demande, alors il y a pas mal de questions, hein, on ne pourra pas évidemment tout poser parce que je sais qu'elles vont pleuvoir. Alors on me dit, est-ce que vous partagez les thèses racialistes de Hitler aussi? Alors, justement, là c'est un point en effet sur lequel mes amis nationaux-socialistes ne sont pas d'accord avec moi. Personnellement, et je ne dis pas ça pour me défendre, je ne suis pas un matérialiste biologiste. Matérialiste biologique, pardon. C'est que, pour moi, les races existent. Il y a des races différentes qui ont des cultures différentes. Alors, qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est la race qui fait la culture? Est-ce que c'est la culture qui fait la race? Ce sont des problèmes extrêmement complexes sur lesquels on pourrait discuter. Moi, personnellement, je l'ai dit et je le redis, même si ça choque, je pense qu'il existe des races différentes. Je pense que la race blanche a contribué pour une grande partie, jusqu'à présent, à l'éclosion de l'intelligence dans le monde, mais je ne dis pas que ce sera toujours cela.
Peut-être que dans des histoires reculées qu'on ne connaît pas, c'était pas ça. Peut-être que plus tard, ce ne sera pas ça. J'estime en tout de même que il vaut mieux conserver un patrimoine biologique et génétique, je veux dire, qui soit, non pas d'une pureté, puisque tout ce qu'on appelle pureté en termes de race, non. Mais je veux dire qu'il faut quand même conserver une certaine homogénéité raciale et ethnique, mais que de toute façon, fatalement, aux marches des empires, et dû aussi aujourd'hui à la mondialisation et à tous les transports, la mondialisation de l'économie, etc., il est fatal qu'aux marges des empires et même dans les empires, il y ait du mélange. Et moi, personnellement, ça ne me choque pas et je n'en fais pas un cheval de bataille, si vous voulez. Pour moi, c'est ailleurs, le cheval de bataille est ailleurs. Donc je ne partage pas, je dirais, toutes les thèses racialistes que Hitler développe dans Mein Kampf. D'ailleurs, son chapitre sur l'arien générateur de la civilisation, il y a des choses qui sont extrêmement justes, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas démontrées, qui sont des simples opinions, voilà, parce que de toute façon, encore une fois, on ne connaît pas on est loin de connaître l'histoire de l'humanité, on est loin de connaître ce qui s'est passé. Ce qui est quand même incontestable, c'est que quand les livres les plus racistes que je connaisse, eh bien, ce sont des livres sur les inventions. Il n'y a que des blancs. Il faut dire ce qui est. Bon, après, on pourra me dire c'est pas vrai. Il y a l'Inde, il y a la Chine, etc. Voilà, oui, c'est-à-dire blancs. Est-ce que les Arabes, on peut les compter comme des blancs? Alors justement, alors là après, moi personnellement, je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'on peut les mettre dans des blancs. Mais quelle définition avons-nous des blancs? Je veux dire, le problème, voilà, c'est que il est extrêmement délicat dans tous ces sujets. De loin, tout paraît simple. Oh, bah, il y a des jaunes, il y a des blancs, il y a des métis, il y a des arabes, il y a des indiens. Mais quand on commence à s'interroger sur pourquoi si, qu'est-ce que fait l'ADN dans cette affaire, comment ça se passe, il y a la génétique, mais il y a aussi l'épigénétique qui est là. Ça devient tellement complexe que pour moi, personnellement, ce n'est pas le sujet principal. Pour moi, que c'est pas là qui est intéressant. Ce que je crois franchement, ma vision des choses, c'est que, et je pense que si Hitler avait gagné, on aurait eu ça. Ma vision des choses, ce serait un monde avec une Europe, qui serait une Europe donc foncièrement blanche, comme elle l'a été, avec un grand empire califal au niveau du Moyen-Orient, avec un empire africain. Je veux dire, il faudrait cesser de piller l'Afrique comme le fait le capitalisme, et par certains côtés aussi le capitalisme chinois. Enfin bon, il faudrait cesser de piller ce continent, et il y aurait entre tous ces continents des relations économiques, des relations culturelles. Je rappelle qu'en Allemagne nationale-socialiste, par exemple, eh bien, on apprenait même les civilisations africaines, la culture africaine, j'ai des documents sur la question, on ne méprisait pas cette culture, c'était une culture africaine qui n'était pas la culture des Blancs, etc. Donc moi, ma vision du monde, ce serait ça. Un empire, une Europe blanche, foncièrement blanche, quoi, je veux dire, un empire califal avec tout ce qui est au Moyen-Orient, un empire noir, et puis après, un empire en Chine, de tous ces empires jaunes, etc., mais avec, justement, donc, des relations sans cesse entre eux, et naturellement du métissage qui se fait aux marges des empires. C'est inévitable. Bon, ben voilà, personnellement, voilà. Je ne fais pas de la question raciale l'alpha et l'oméga, pas du tout, et de très loin. D'accord. Parce qu'il y a évidemment beaucoup de réactions sur le chat, beaucoup de questions. On nous dit aussi, alors il y a quelqu'un qui a une question intéressante, il nous dit, est-ce que vous avez des informations sur le fait que dans les financements du national-socialisme, on ait pu compter la banque Rothschild, entre autres? Mais bien sûr, mais il n'y a absolument rien de surprenant. Il faut quand même voir que l'Allemagne, en 1900, à partir de 1900, allez, on va dire 29, 30, mais il n'y avait plus que deux issues pour elle. La République de Weimar était déjà moribonde. Donc il n'y avait plus que deux issues. C'était soit je dirais, un parti de droite fort. Quel serait-il?
on ne le savait pas. Soit le bolchevisme. Il y avait quand même des communistes qui faisaient plusieurs dizaines de pourcents aux différentes élections. Alors c'était des élections très très différentes, sur des enjeux très très différents, on ne peut pas généraliser. Mais donc on peut dire que pour l'Allemagne, à partir des années 30, il n'y avait plus que deux voies. Soit un gouvernement fort, dit de droite, soit le bolchevisme. Et il est évident que pour certains capitalistes, eh bien, on préférait largement au bolchevisme, on préférait largement un gouvernement de droite qui remettrait de l'ordre et qui donc referait partir l'économie. Encore une fois, il ne faut pas avoir des schémas simplistes de dire « Ah ouais, mais le bolchevisme, c'était les juifs, donc toutes les bandes juives soutenaient les bolcheviques. » C'est absolument faux tout ça. Ça, c'est des fantasmes. Donc, il n'est absolument pas étonnant que même une partie de Wall Street est soutenue par certains côtés le national-socialisme en disant « Ouh, il va nous faire un rempart contre le bolchevisme. » Et il est évident que Hitler aurait bien eu tort de ne pas s'appuyer là-dessus. Si demain, par exemple, on va supposer que la France, on tombe de plus en plus dans une crise très grave. Bon, et moi je fais un parti qui pourrait essayer donc un parti, je veux dire, d'inspiration nationale-socialiste, et que il y a des capitalistes qui viennent, des capitalistes américains, mais même juifs. Hein, je veux dire, je dis ça vraiment pour les spectateurs pour bien qu'on comprenne les choses, qui disent voilà, bon bah écoutez, on vous aime pas trop, mais enfin, vous êtes un rempart, donc on va vous financer. Mais je suis le premier à accepter, je dis mais allez-y, signez-moi des chèques, faites-moi, donnez-moi de l'argent. Et il est évident que ça s'est passé comme ça, que il y a des grands capitalistes qui ont soutenu Hitler par peur et par je dirais pas par haine, mais par peur du bolchevisme. Et Hitler aurait été stupide en tant que chef politique, parce que la politique c'est l'art du possible, de refuser ces financements. Donc je ne vois pas quelle conclusion on en tire. On en tire souvent en fait, parce que ceux qui disent ça c'est pour en tirer la conclusion suivante. Ah, Hitler n'était qu'une marionnette aux mains et des capitalistes. Vous savez, on est toujours financé par des gens. Le problème, c'est de savoir si à un moment, on peut s'affranchir ou pas, ou si une fois qu'on a le pouvoir, on fait ce que l'on pense être bon. Et je dis que même si Hitler, et il a été, financé par des groupements qui n'étaient absolument pas d'inspiration nationale-socialiste, eh bien Hitler, après, a mis en pratique une société d'inspiration nationale-socialiste. Et c'est pour ça, et ça, je le remercie. Et savoir d'où venaient ces financements de départ, et même pendant, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, ce n'est pas une question qui compte. La question, c'est quelle idéologie avez finalement vous mise en place quand vous avez eu le pouvoir. Tous les financements avant, pour moi, ce sont des faux problèmes. Ce sont des problèmes que l'on agite pour que tous les conspirationnistes agitent. Mais pour moi, tout ça, ce sont des non-problèmes. L'argent n'a pas d'odeur, peu importe d'où vient l'argent. Voilà, telle est ma conclusion. D'accord. Mais quand même, vous ne pensez pas que il puisse avoir une influence quand même de celui qui amène l'argent dans un parti et qu'à un moment donné, il fait pas ça gratuitement, justement. Enfin, il fait ça avec une intention derrière, quand même. L'intention, c'était de stopper le bolchevisme, notamment, et là, ça a bien marché, au moins jusqu'à la guerre. Je veux dire, l'intention était évidemment cela. Et donc, en ce sens, ces gens-là savaient parfaitement ce qu'ils faisaient en finançant Adolf Hitler, et bien, ça a fonctionné. Alors, on me dit, ça c'est vrai, une autre question intéressante, est-ce que cette hyper-diabolisation de l'idéologie des nazis n'est-elle pas là pour cacher finalement leur programme économique qui a relevé l'Allemagne? Ça, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des succès d'Hitler, mais on ne nous explique pas trop la recette. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, vraiment? Alors vous savez... Pour résumer un peu. Hein, oui. Vous savez, je pense qu'encore une fois, il faut toujours faire la différence, notamment en termes d'économie, entre ce que j'appellerais les recettes économiques en elles-mêmes, le crédit, l'inflation, toutes ces choses-là, tous les mouvements bancaires, tous les bons du trésor qu'on peut utiliser, comment on utilise les travailleurs, etc., ce qui sont des recettes purement factuelles, je dirais, et ce qui fait en fait la vraie clé de la réussite. La vraie clé de la réussite du national-socialisme, ce qui fait que je suis national-socialiste, c'est que j'estime que cette idéologie en plein XXe siècle, a fait un mariage, a réalisé un mariage, je dirais, réussi entre modernité et tradition.